Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, coup d'État au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, nommé président de la transition. Quelles sont les raisons de ce coup de force? Qui est le nouvel homme fort du Gabon? Nous faisons le point dès le début de cette édition. Journée internationale des personnes disparues dans un contexte de recrudescence de l'immigration clandestine. Des parents de migrants disparus témoignent de leur souffrance. Faire le deuil sans corps, une épreuve difficile à surmonter. Et puis Magal Touba 2023, mobilisation générale du groupe Futur Média. Comme à l'accoutumée, GFM vous fait vivre l'événement religieux. Voilà pour les titres et tout de suite les développements. C'est une page qui se tourne au Gabon. Brice Oligui Nguema, nommé président de la transition cet après-midi. Les choses se sont rapidement enchaînées suite au coup de force survenu la nuit dernière. Les militants déclarent vouloir défendre la paix en mettant fin au régime d'Ali Bongo. Les raisons d'un putsch avec Daniel Diouf. Le tout dernier acte, la nomination de cet homme, le général Brice Oligui Nguema, président de la transition, selon un communiqué lu sur la télévision nationale. Quant au président déchu, il est mis à la retraite et sous résidence surveillée, entouré de sa famille et de ses médecins, tous ses droits préservés. Son fils Nourdine arrêté pour haute trahison. Pourquoi ce coup d'État survient quelques heures après la publication officielle des résultats qui donne Ali Bongo vainqueur de la présidentielle de samedi avec 64,27% des voix? Est-ce un putsch préparé de longue date? À ces questions de nos confrères du journal Le Monde, le nouvel homme fort du Gabon évoque la grogne générale dans le pays, la maladie du président gabonais, le manque de crédibilité des récentes élections générales. Brice Oligui Nguema, chef de la junte, évoque par ailleurs un troisième mandat illégal, une constitution bafouée, un mode d'élection pas bon. En conséquence, l'armée a décidé de tourner la page, de prendre ses responsabilités. Une prise de responsabilité suivie d'une série de mesures. D'abord, l'annulation des résultats de la présidentielle, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fin du régime. Les militaires putschistes annoncent dans la foulée le rétablissement de la diffusion des médias francophones internationaux qui avaient été suspendus samedi soir, jour de l'élection présidentielle. Autre mesure, le couvre-feu maintenu jusqu'à nouvel ordre. La restriction de circulation reste en vigueur de 18h à 6h du matin. Au chapitre des réactions, celle de l'Union africaine qui condamne le putsch et annonce une réunion d'urgence avec le Burundi, le Sénégal et le Cameroun pour analyser la situation au Gabon. La CEDEAO condamne aussi le coup de force. Le président nigérian Bola Tinubu, président en exercice de l'organisation sous-régionale, travaille en étroite collaboration avec d'autres chefs d'État sur la manière de répondre à la situation au Gabon. Paris, Washington, Pékin, Berlin, Rabat expriment aussi leur profonde préoccupation et soulignent l'importance de préserver la stabilité au Gabon. Le commandant en chef de la garde républicaine, Brice Oligui Nguema, porté en triomphe dans la journée par des militaires et donc nommé président de la transition. Il est à la tête de ce putsch, un homme qui a vécu 2 ans à Dakar, à l'ambassade du Gabon au Sénégal. Qui est cet homme? Son portrait avec Mamadou Fall. Brice Oligui Nguema, ce nom marque désormais la République gabonaise grâce à une confiscation du pouvoir par l'armée quelques minutes après la proclamation des résultats issus de l'élection présidentielle. Il est le général et le chef de la garde républicaine gabonaise. Brice Oligui Nguema a été chargé de la protection du chef d'État gabonais Ali Bongo. Il est décrit comme un homme du sérail. Militaire formé au Maroc à l'Académie militaire Meknès, il avait déjà servi durant la présidence d'Omar Bongo en tant qu'aide de camp. Il était très proche de l'ancien président gabonais. Brice s'est installé à la tête de la garde républicaine en avril 2020, mais avant il était envoyé dans des pays comme le Sénégal, le Maroc en qualité d'attaché militaire auprès des ambassadeurs gabonais. Il est rappelé au Gabon 1 an après l'accident cérébral d'Ali Bongo où il remplace le colonel Frédéric Bongo à la tête du service de renseignement
de la garde républicaine, la Direction générale des services spéciaux, DGSS, avant d'être promu chef de la garde républicaine 6 mois après. Il remplace alors le général Grégoire Kouna. Il renforce le dispositif de protection d'Ali Bongo en initiant la section des interventions spéciales 6, une unité spéciale placée sous l'autorité directe du chef de l'État, qu'il avait fait passer d'une trentaine à plus de 300 éléments avec 100 tireurs d'élite. Homme de confiance des Bongo, Brice Oligui Nguema finit par orchestrer un coup d'État pour, dit-il, restaurer les institutions via les forces de défense et de sécurité. Un coup d'État en Afrique centrale, cette fois, qui met un terme à 56 ans de règne des Bongo au Gabon. Après le Mali, le Burkina, le Niger et aujourd'hui le Gabon, assiste-t-on à une contagion des putschs en Afrique et comment freiner cette spirale? Élément de réponse, Ibrahim Khan. Des militaires qui s'érigent en maîtres du jeu politique, la pratique est devenue monnaie courante en Afrique francophone où l'on dénombre 5 coups d'État réussis en 3 ans. Le coup de force au Gabon, le dernier en date d'une série de putschs qui secouent le continent noir. Ça suffit, il faut qu'on arrête avec ces putschs. Ces militaires ne peuvent pas nous vendre une légitimité, il faut arrêter. Ce qu'ils font, c'est des actes de lâcheté. On vous donne des armes pour défendre un pays, on vous donne des armes pour défendre des citoyens, vous les retournez pour prendre le pouvoir. C'est inadmissible. Et aujourd'hui, il y a même un syndicat de putschistes. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on trouve un moyen pour que ces putschs s'arrêtent. C'est inadmissible. Et les militaires n'ont pas le droit de prendre le pouvoir pour l'exercer. Ce n'est pas leur rôle. Après le Mali en 2020 et 2021, la Guinée-Conakry en 2021, le Burkina Faso en 2022 et le Niger en juillet dernier, le Gabon, à son tour, vient de choper le virus. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette contagion? Pour l'ancien président français, l'Union africaine et la CEDEAO ont manqué de fermeté après l'épisode de Bamako. Il n'y a pas eu de réaction suffisamment nette lorsqu'il y a eu le premier coup d'État au Mali. C'était pas dans n'importe quel pays, c'était au Mali, là où il y avait eu une guerre contre le terrorisme, il y avait toujours une guerre contre le terrorisme, il y a eu une forme d'acceptation de ce premier coup d'État. Donc les militaires se sont enhardis, ça a été ensuite donc le Burkina Faso, la Guinée, d'une certaine façon le Tchad et le Niger a été d'une certaine façon les dernières étapes. C'est à une organisation qui s'appelle la CEDEAO, c'est-à-dire le regroupement des pays de l'Afrique de l'Ouest, ou à l'Union africaine de régler entre Africains la question d'évolution de pouvoir, des coups d'État lorsqu'ils s'en produisent et des processus électoraux qui doivent être encouragés. Quand les Africains, et c'est leur responsabilité, notamment la CEDEAO, restent dans l'expectative ou ne veulent pas s'immiscer dans un processus ou imaginent une solution diplomatique et évoquent une solution militaire pour ensuite la récuser, c'est pas à la France de se substituer aux Africains pour décider de leur avenir. Les militaires gabonais réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions a renversé le régime d'Ali Bongo ce mercredi. Un putsch intervenu quelques minutes après la diffusion des résultats officiels des élections générales du Gabon, indiquant la victoire de Bongo Fils avec plus de 64% des voix. Merci beaucoup Abrahima et voilà ce que nous pouvions dire sur la situation au Gabon. L'actualité nationale, c'est l'épidémie de chikungunya qui sévit dans la région de Kédougou. Tous les districts de cette région est sont touchés avec plus de 160 cas. Autorités sanitaires et administratives s'organisent pour apporter la riposte. Voyons tout cela avec Ibrahima Djebahate. Les cas de chikungunya ne cessent de se multiplier dans la région de Kédougou. À la date d'aujourd'hui, tous les districts sanitaires de la région sont touchés avec un maximum de 116 cas dans le seul district sanitaire de Saraya. Le département le plus touché, c'est le département de Saraya, 116 cas. Suit Kédougou avec 43 cas à la date d'aujourd'hui. Et Salémata
qui n'étaient pas touchés au début, mais maintenant à 6 cas. Face à cette recrudescence de cette maladie, une campagne de riposte vient d'être lancée par les autorités administratives de la région. Nous sommes ici, en plein centre de Kédougou, pour procéder au lancement de la riposte contre l'épidémie de chikungunya qui touche la région officiellement depuis le 3 août, quand on a recensé le premier cas au district sanitaire de Dalaba. Depuis lors, on n'a pas arrêté de faire, bien en tout cas de mener des activités pour arrêter la propagation de la maladie à travers le saupoudrage. Ces opérations de saupoudrage vont s'étendre à tous les départements de la région, particulièrement dans les sites d'orpaillage où le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Merci Ibrahima. Ce 30 août marque la célébration de la journée internationale des personnes disparues, une célébration dans un contexte particulier, celui de la recrudescence de l'émigration clandestine au Sénégal. Difficile de faire le deuil d'un parent, d'un proche sans avoir retrouvé le corps. Les parents des victimes disparues témoignent de leur souffrance. Le reportage de Aminata Maresso dans nos prochaines éditions. À Ziguinchor, l'avancée de la mer est devenue préoccupante dans la commune de Djembereng, département Oussouye. Des centaines de filaos dont chaque année terrassés par les vagues qui détruisent au passage des rizières entières. Pour apporter une réponse à ce phénomène naturel inquiétant, le Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor y a organisé un camp de reboisement. Il est appuyé par le service régional des eaux et forêts et les autorités administratives locales. Suivons les explications de Mamadou Talibé Diallo avec notre équipe à Ziguinchor. D'organiser un camp de reboisement ici à Djembereng pour venir pour apporter une réponse à l'érosion côtière qui est en train de s'installer dans cette côte de Djembereng qui hante le sommet des populations de Djembereng. Si vous regardez tout à l'heure ici à côté, vous avez constaté aujourd'hui qu'il y a beaucoup. L'avancée de la mer est très significative. L'année dernière, les plans que nous avons vus ici, les plans de Filao qui étaient à côté, sont tous tombés cette année. Donc, ça veut dire que la mer a avancé de quelques mètres. Et ici même, au niveau de ce campement qu'on est, on risque dans 2 ans de ne pas se mettre ici debout. Donc, c'est pour cela que nous avons pensé apporter une réponse en plantant les Filao qui ont une capacité de fixer les dunes et au moins de ralentir l'avancée de la mer. Et cela permettra certainement de pouvoir atténuer, mais de faire un appel et de faire une lumière sur cette problématique qui est là, et une problématique des côtes de la Casamance à travers Djembereng pour faire un appel à l'ensemble des bailleurs, faire un appel au gouvernement sénégalais pour qu'on puisse apporter des solutions structurantes telles qu'on a fait ailleurs à Hambourg avec Waka 1. Certainement avec Waka 2, nous pourrons, les côtes de Djembereng et de la Casamance pourront bénéficier pour que ces populations puissent récupérer leurs terres et puissent... Tout autre chose, le mythique marché de Diaobé fait peau neuve. L'infrastructure a coûté 1 milliard de francs CFA, entièrement financé par l'État du Sénégal, informe le ministre du Commerce Abdoukarim Fofana, que voici. C'est avec un grand honneur que je suis ici dans le Fouladou, là où 7 pays de la sous-région viennent hebdomadairement échanger leurs produits, ici à Diaobé Kabendou. Je suis venu aujourd'hui réceptionner cette forte promesse du président Macky Sall, qu'il a fait en 2013. Lors du Conseil des ministres décentralisé, le président de la République avait donné instruction à l'agence de régulation des marchés de mettre en place un marché d'intérêt sous-régional ici à Diaobé. Chaque semaine, des commerçants de la sous-région venant de tous les pays frères du Sénégal viennent échanger sur cette terre bénite beaucoup de produits pour des volumes d'échanges qui sont estimés environ à 1 milliard par semaine. Et c'est la raison pour laquelle, depuis ce jour, une infrastructure qui contient 8 magasins de 600 mètres carrés ont été érigés ici même sur ce site. 200 cantines de 20 mètres carrés avec des magasins et des blocs administratifs, mais aussi des aires de commercialisation pour les étals, un bloc administratif, mais aussi
un espace pour les gros porteurs. Tout cela pour un montant de 1,2 milliard de francs CFA entièrement financé par l'État du Sénégal. Les prochaines phases, je vous rassure, le président de la République nous a donné des instructions fermes pour sécuriser ce site avec un mur de clôture et une voie d'accès. Donc aujourd'hui même, nous allons poser la première pierre pour la seconde phase. Après cela, j'ai reçu aussi vos demandes concernant une troisième phase qui est composée de la gare des gros porteurs ainsi que de l'hôtel communautaire qui sera aussi exécuté après la deuxième phase. Préparatif du Grand Magal, l'autre grand titre de cette édition, le groupe Futur Média au cœur du Magal, mobilisation exceptionnelle pour vous faire vivre l'événement religieux. Le directeur général Birandour a réitéré l'engagement du groupe devant le Khalif Serigne Mountakha Mbacké. Vous avez suivi le reportage de Abi Faye dans notre édition en Wolof. En sport, les poses des gazons de dernière génération effectuées, les stades de Yoff et de Sédhiou vont être livrés très bientôt. L'annonce émane de Hassan Mbang, technicien à la CSTP, maître des travaux de rénovation. Nous voici avec Cher Salibou Diarra. Le stade Ngalandou Diouf de Rufisque, le stade de Ngor, le stade Alassane Djigo, celui de Mbao et le stade des Parcelles Assainies sont fonctionnels. La qualité des stades rénovés par CSTP est conforme aux standards internationaux. Au stade de Yoff, nous venons de finir l'installation du gazon de dernière génération. Il y a aussi une tribune de 2000 places qui a suivi les normes de la FIFA. Nous avons rempli notre contrat avec l'État. Nous implorons la population de veiller à l'entretien des stades. Les travaux à faire au stade de Yoff et à celui de Sédhiou sont terminés. Ils seront livrés bientôt. Et restons sur le rectangle vert. L'équipe nationale du Sénégal va finalement se déployer au Rwanda pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une sélection qui va être dirigée par le duo Pape Thiaw et Malik Daf, respectivement sélectionneurs de l'équipe nationale locale et des moins de 20 ans. Un match de gala en guise de plaidoyer pour la participation significative des jeunes dans les instances de prise de décision, un combat porté par le réseau national des pères éducateurs du Sénégal. Le réseau veut passer par le raffermissement des liens entre jeunes de tous bords, selon une de ses membres, Aminata Top, avec Cher Salibou Diarra. Là, pour montrer à nos responsables, leaders politiques, mais aussi ceux de la société civile, qu'ils peuvent compter sur la jeunesse et que si on est unis, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses et qu'on est prêt. Il y a les compétences, il y a aussi l'engagement, la détermination. Et je pense que si on nous soutient ou bien si on nous accompagne à vraiment occuper des postes de responsabilité, on peut vraiment apporter quelque chose, mais aussi accompagner la population, surtout la jeunesse, parce qu'on dit que 80% de la population, d'après les derniers sondages, 80% de la population sénégalaise et les jeunes entre 18 et 35 ans. Donc il faut miser sur la jeunesse et on est là, et unis, nous et la société civile, à accompagner le Sénégal, mais aussi tout. Randonnée pédestre dans les rues de la Médina. Plan International a organisé sa première randonnée pédestre, une occasion saisie pour promouvoir la santé et le bien-être. Cher Salibou Diarra était de la partie. Œuvrer pour le bien-être en milieu du travail, c'est ce qui est à l'origine de la randonnée pédestre organisée à la Médina par Plan Sénégal International. Premièrement, du bien-être en milieu professionnel, en lien avec la tuberculose, le paludisme et le Covid-19. C'est vraiment pour sensibiliser la population autour de cette thématique et au même moment pour sensibiliser la population autour de cette thématique et au même moment nous sensibiliser nous-mêmes et faire la promotion de ce que nous sommes en train de faire au niveau du Plan Sénégal. Que cette première randonnée ne sera pas la toute dernière, mais ça va rentrer dans nos habitudes pour nous aider à vraiment rendre un bien-être équitable, social et puis sanitaire vraiment dans le milieu scolaire. Une réussite pour cette première du Plan Sénégal International. Et nous couvrons globalement tout le territoire sénégalais vraiment avec nos différents programmes focalisés sur 3 thématiques, la petite enfance, l'apprentissage
la première thématique. La deuxième, autour de questions de protection, gouvernance et champs. Et puis la troisième, la santé sexuelle reproductive y compris. Un travail que le plan international Sénégal a tenu à promouvoir à travers cette randonnée pédestre qui participe aussi à raffermir les liens entre les travailleurs et leur bien-être. Fin de ce journal, les programmes continuent sur TFM. Excellente suite des programmes. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.